Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, David Dupuis et l'épreuve de l'invisible, épisode 3. La rencontre avec une nouvelle forme d'altérité, appelée esprit ou entité, lors d'expériences d'ayahuasca ou d'autres psychédéliques, est déstabilisante pour un esprit occidental. La découverte de cette possibilité psychique fait vaciller notre conception du monde. Cette expérience pose problème à la structure même du langage qui soutient notre civilisation et pose donc problème à notre conception quotidienne du monde. Ça ne devrait pas être là, et pourtant, c'est là. Ça ne devrait pas pouvoir agir, et pourtant, ça agit. Tout le travail de David Dupuis en tant qu'anthropologue va donc être de proposer une hypothèse qui vienne traduire, en termes universitaires, les phénomènes en jeu. C'est ce qu'il nous présente dans cet épisode. Il nous expliquera également les frictions administratives vécues lors de son retour en France, l'État français n'aimant pas la magie, en tout cas, pas celle des autres. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Face à l'expérience psychédélique, on a plusieurs hypothèses, notamment par rapport aux expériences que je décrivais précédemment, de rencontres avec des êtres, ces sortes de régularité de l'expérience psychédélique. Il y a d'abord une hypothèse assez évidente, qui est l'hypothèse culturaliste. C'est voilà, on voit ça parce que c'est notre culture, et donc on s'attend à voir ça, et donc on le voit, mais c'était assez pauvre en termes explicatifs. Et par ailleurs, il y avait quand même des contenus qui étaient difficiles à expliquer uniquement par la culture, notamment les compositions géométriques qui manifestement sont plutôt transculturelles. Il y a l'hypothèse psychologique. C'est une projection, l'expérience psychédélique est une projection de la biographie de la personne, de sa psychologie, de ses dynamiques relationnelles, intrapsychiques, etc. En partie les hypothèses de Stanislav Grof, etc. Mais c'est une hypothèse qui a des limites importantes aussi. Comment expliquer certaines récurrences certains vont recourir à Jung, mais bon, ça a pas mal de limites, puisque l'hypothèse des archétypes jungiens, elle n'a jamais été soutenue par les travaux des anthropologues ou des chercheurs en sciences religieuses. On n'a jamais identifié, si tu veux, des symboles avec un contenu universel. Une hypothèse évidemment biologique, neuropharmacologique, donc là il y a pas mal d'éléments, beaucoup de travaux qui dans cette direction-là, où on va aller voir comment peut-être l'ayahuasca, les psychédéliques activeraient certains modules de détection des agents, ce genre de choses. Cette idée qu'il y aurait des modules spécialisés dans le cerveau qui permet par exemple de repérer des êtres, qui permet de repérer des saillances comme les visages, et du coup ce serait comme hyper activé par l'usage des psychédéliques, et du coup c'est pour ça qu'on verrait des êtres, Alors c'est des hypothèses qui sont fertiles dans une certaine mesure, mais qui ont aussi des limites. Là je laisse les auditeurs et les auditrices qui sont intéressés par ces questions-là lire le livre, puisque j'explore chacune de ces hypothèses dans le livre pour en montrer à la fois la pertinence et les limites. Et puis il y a l'hypothèse réaliste, qui est l'hypothèse qui m'avait été présentée par Jacques Mabi, donc le guérisseur qui officie à Takiwasi. Et tout simplement, ces entités existent. Voilà, elles sont là et puis on les voit. Alors là aussi, il y a pas mal de choses qu'on pourrait redire sur cette proposition, notamment le fait qu'il y a une assimilation un petit peu facile entre perception et réalité. Et on sait bien qu'il ne suffit pas que de percevoir les choses pour qu'elles existent. Il suffit simplement de penser au rêve ou au délire pour voir ça. Et si tu veux, ce qu'elles avaient en commun, toutes ces hypothèses, leur fragilité commune peut-être, c'était qu'elles abordaient toute l'expérience psychédélique comme la manifestation, la projection de quelque chose qui était déjà là. Soit déjà là dans la culture, soit déjà là dans la psyché, dans la biographie de la personne, soit dans le cerveau, soit déjà là parce que c'est réel, c'est là dans le monde. Et voilà, moi j'ai essayé de travailler dans une autre direction, qui a été plutôt d'aborder l'expérience comme une expérience générative. C'est-à-dire comment il y a l'émergence de quelque chose d'inédit qui effectivement se trouve au croisement du biologique, du social
et du psychologique, parce qu'effectivement, ce qu'on voit dans le paysage visionnaire de l'ayahuasca, c'est à la fois peuplé d'éléments culturels, peuplé de choses qui nous renvoient à notre intimité, à notre histoire personnelle, à nos dynamiques psychologiques, et en même temps, pas que. Et il y a une dimension d'inédit. C'est un peu la théorie des systèmes, c'est que le tout n'est pas juste la somme des parties. Il y a quelque chose qui se passe dans l'ayahuasca entre le psychologique, le social, le culturel et le neuropharmacologique, qui crée quelque chose qui déborde. Voilà, c'est un petit peu. Alors, je suis un petit peu peut-être allusif là, mais celles et ceux qui souhaitent pourront aller lire le livre. Mais du coup, j'ai essayé de comprendre comment aussi les discours, les interactions rituelles venaient façonner l'expérience. Et donc, en fait, ça passait par notamment les groupes de parole. C'est-à-dire que c'est un des trucs très particuliers de ces dispositifs qui sont destinés aux Occidentaux, c'est qu'on parle après l'expérience. Alors, dans beaucoup de contextes autochtones, on va une sorte de secret qui peut être, pas toujours, mais il peut y avoir assez souvent une sorte de secret sur la relation intime qu'on tisse avec les esprits, alors que dans les dispositifs destinés aux Occidentaux, on parle de nos expériences, d'ailleurs on fait des livres après dessus, des films, voilà, ça c'est notre grand truc, on parle, voilà, j'illustre encore cette tendance aujourd'hui. Et donc le lendemain de l'expérience, il y a des groupes de parole. Et dans ces groupes de parole qui sont proposés, donc c'est des séances d'intégration, on va avoir plusieurs niveaux d'interprétation qui sont proposés, un niveau psychologique, mais si tu as ressenti de la peur, à quoi ça te renvoie, etc. Un niveau symbolique, mais tu t'es transformé en aigle, l'aigle c'est le symbole de ça, donc là on est dans une dynamique analogique. Et puis un niveau qu'ils appellent spirituel, à Takiwasi, qui va être comment on va interpréter certaines expériences comme le signe concret et tangible de la présence de certaines entités. Par exemple, le froid, ressentir du froid, à Takiwasi, pendant la session d'ayahuasca, c'est présenté comme le signe d'une présence démoniaque, ressentir de la frayeur, également, de la confusion. Là, et donc, il y a cette idée un peu de reprise des notions de discernement spirituel qui est issu de l'Église catholique, dans le discernement des esprits, notamment quand on entend des voix, des messages dans l'ayahuasca, est-ce qu'il faut les écouter? C'est une question quand même, parce que ces voix qui nous donnent des conseils, est-ce qu'il faut faire ce que ça nous dit? Et donc il y a cette question de discerner qui parle. Et donc dans ces groupes de parole, où chacun est invité à raconter son expérience, les autres ne commentent pas les expériences des autres, mais l'officiant principal, Jacques, va donc donner son commentaire. Et dans ce commentaire, il va notamment faire des diagnostics d'infestation. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à Takiwasi, au départ, a été fondé plutôt sur l'idée d'un usage thérapeutique et psychothérapeutique des psychédéliques donc c'est fondé dans les années 90 et c'est au départ plutôt dans la lignée en fait des travaux de Stanislav Grof, de l'usage psychothérapeutique des psychédéliques. Et au fur et à mesure de l'histoire de l'institution, il va y avoir une influence du catholicisme grandissante à la fois dans les pratiques rituelles, c'est-à-dire que maintenant il y a une prière d'exorcisme qui se fait au début du rituel, dans les outils rituels, on va utiliser l'eau bénite, le sel exorcisé, il y a des messes qui se font avant l'ayahuasca, etc. Et donc dans les chants rituels, on va invoquer les entités du panthéon catholique, ce qui se casse, ça c'est assez commun dans les pratiques des guérisseurs métis de la région, au Pérou. Et peu à peu, ça va influencer les catégories qu'on appelle étiologiques, c'est-à-dire comment on pense la cause du mal, la cause de la souffrance. Et à Takiwasi, ils vont élaborer cette notion d'infestation. Donc cette idée que certaines actions, notamment les infractions socio-morales, donc notamment avoir pris des psychotropes, donc pour les auditeurs et auditrices qui ont pris des drogues sans cadre rituel, voilà, sachez que c'est un risque d'infestation, mais aussi la sexualité non sacralisée, enfin ce qu'ils appellent non sacralisée, c'est des choses qui vont ouvrir ce qu'ils appellent le corps énergétique et qui va en fait rendre en somme poreux et perméable et conduire certaines entités malveillantes de nature spirituelle, qui sont en fait démoniaques, à entrer en vous et ensuite vous influencer. Et donc c'est ce qui appelle être infesté, et donc l'infestation c'est vraiment la catégorie étiologique principale à Takiwasi qui va structurer les pratiques de soins, les diagnostics, et donc l'ayahuasca est investi comme un outil d'exorcisme et d'extraction de ces entités.
Et donc tout ça, si tu veux, est diffusé dans les groupes de parole progressivement. C'est-à-dire que le guérisseur va dire, voilà, en fait là, il y a une infestation, il y a un démon, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as eu froid, c'est pour ça que il y a eu tel comportement pendant le rituel. Et ça, si tu veux, bah, c'est des choses que tout le groupe reçoit. Tout le groupe l'entend. Et donc ça va contribuer évidemment à progressivement éduquer l'attention du groupe et transformer aussi la manière qu'on a d'interpréter ce qu'on vit. Là, je donne l'exemple des démons, mais il y a d'autres choses. Évidemment, les interactions rituelles aussi. Le fait que, par exemple, à Takiwasi, on crée un espace rituel qui est présenté comme un cercle de protection. Si on en sort une fois qu'il est tracé, si on veut re-rentrer dedans, il faut se faire purifier par du tabac, etc. Donc il y a vraiment cette idée implicite qui est transmise que y a quelque chose de dangereux, de malveillant à l'extérieur qui veut entrer, qu'on pourrait rapporter avec soi. Les mêmes pratiques qui servent à édifier l'espace rituel sont répétées entre les participants donc il y a cette idée aussi que voilà, nous-mêmes on est menaçants et menacés à la fois. Donc tout ça, ça active aussi de manière plus implicite que les paroles des catégories de danger, de pureté, de frontières, de limites, etc. Et voilà, donc ça c'est un premier niveau de socialisation visionnaire, c'est comment les interactions à la fois implicites et explicites vont éduquer notre attention, vont orienter ce à quoi on fait attention dans l'expérience. Par exemple, voilà, si tu as entendu que le froid c'est un signe qu'il y a un démon qui est par là, et qu'on reprend l'ayahuasca ensemble ce soir, et il y a de fortes chances que si tu as froid, déjà tu le repères. Et que tu y prêtes attention là où tu n'aurais peut-être pas fait attention. Et non seulement tu le repères, mais que ta manière de catégoriser ton expérience se transforme. Et que tu te dises, non seulement tu dis, ah mais j'ai froid là, et que tu dis, ah mais j'ai froid là. Et que tu as une deuxième, ce qu'on appelle une transformation de la métacognition, comment des pensées sur les pensées. Et comment on va labelliser nos expériences. Mais ce que j'observe aussi, c'est que c'était pas seulement la manière d'interpréter l'expérience qui était façonnée par la participation au dispositif, mais c'était le contenu même de l'expérience. Et là où c'était frappant aussi, c'est qu'il y avait vraiment une dimension d'apprentissage qui était quand même assez explicite, c'est-à-dire que je voyais bien que en interviewant, en suivant des gens qui avaient différents degrés d'expérience à Takiwasi, des gens qui revenaient pour la 5e fois ou qui avaient passé beaucoup de temps là-bas, je voyais bien que leur expérience était beaucoup plus fortement façonnée par le cadre local que ceux qui venaient d'arriver. Et notamment, je voyais que les personnes qui avaient passé pas mal de temps à Takiwasi voyaient littéralement des démons dans leur vision, beaucoup plus que ceux qui venaient d'arriver. Et donc là, c'est un niveau, si tu veux, plus profond de socialisation de l'expérience, qui n'est pas juste la relation qu'on entretient à l'expérience, la manière dont on l'interprète, mais son contenu phénoménologique lui-même. Et alors là, voilà, je propose dans le livre certains outils pour essayer de rendre compte de ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais disons que c'est la question de comment les dispositifs façonnent les attentes. Et c'est vrai que ça... Parce que souvent on a une vision un peu naïve de la perception, on s'imagine que voilà, on perçoit un monde comme ça, comme une sorte de réception passive d'un monde qui est déjà là. Et alors que voilà, la perception, c'est beaucoup plus quelque chose comme de l'ordre d'un pari perceptif, d'un pari qu'on fait constamment entre ce qui surgit et nos expériences passées, nos savoirs, nos attentes. Et il semblerait que dans l'expérience psychédélique, la relation entre ces stimuli externes et les attentes qu'on peut avoir se transforme et conduisent à avoir des perceptions qui sont directement façonnées par nos attentes. Et en même temps, ça déborde. Et ça, c'est sans doute ce qu'il y a de plus intéressant avec ces expériences-là, c'est qu'on a beau construire des modèles les plus élaborés, les plus raffinés soient-ils, il y a toujours des pans de l'expérience qui débordent les modèles qu'on veut bien construire. Et c'est d'ailleurs ça qui fait souvent que ça devient une espèce d'énigme fascinante. On est dans l'expérience, on se dit « Ah tiens, en fait c'est ça, oui ça fonctionne comme ça », et on finit toujours par avoir une nouvelle expérience qui vient déjouer, mettre à plat le bel édifice explicatif qu'on avait construit. On dirait que « Ah bah non, c'est plus compliqué, ah non, t'essaies de faire rentrer des carrés dans des ronds ». Et donc voilà, il y a aussi beaucoup d'éléments qui débordent cette proposition socio-constructiviste, et c'est très bien comme ça. Et ça fait partie, je pense, de ce qu'il y a de plus
intéressant, encore une fois, dans ces expériences, c'est le fait que ça donne de la matière à penser de manière assez inépuisable. Moi, au moment où je commence l'enquête, faut se rendre compte qu'on est en 2009. L'ayahuasca a été classé au tableau des stupéfiants en 2005, en France seulement. Et à la fois l'ayahuasca, ce qu'on appelle le tourisme chamanique, et Takiwasi apparaît dans le radar de la MIVILUD, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à la même période, en 2005, donc vraiment 3-4 ans avant que je commence l'enquête. Et moi je suis, bon à l'époque j'ai 20 ans, 22 ans, je suis pas trop au courant de tout ça, et voilà, je me lance dans l'enquête, et à un moment je reviens donc en France, entre deux terrains, donc je monte un atelier doctoral avec des jeunes collègues, comme beaucoup d'étudiants le font, là où j'étais inscrit. Ça s'appelait Vision de l'ayahuasca. C'était sur une sorte d'approche interdisciplinaire de l'ayahuasca, de ses usages contemporains. Et donc l'idée c'était d'inviter différents acteurs qui étaient en lien avec l'ayahuasca et de soumettre ça à un regard sociologique, anthropologique. Donc il y avait à la fois des chercheurs, donc des philosophes, des anthropologues, mais aussi des leaders de groupes religieux qui utilisaient l'ayahuasca, des thérapeutes qui avaient pu inclure l'ayahuasca à un moment dans leur pratique, des choses comme ça. Et évidemment, moi, à ce moment-là, j'avais appris depuis tout ce qui s'était joué en France autour de la prohibition de l'ayahuasca, le fait que c'était perçu comme, donc à ce moment-là, dans les rapports de la MIVILUD, ça apparaissait comme un outil de manipulation mentale, d'emprise, que j'avais compris que la prohibition de l'ayahuasca était liée à ces thématiques. Donc vraiment l'idée que cette breuvage pouvait être utilisé comme outil de manipulation mentale par des groupes sectaires. Voilà, c'est en gros ce qui avait motivé le classement de l'ayahuasca en France. Et donc, à ce titre-là, j'invite la MIVILUD à venir intervenir dans le séminaire pour qu'ils nous présentent justement leur regard sur ce phénomène, voilà, et de dialoguer. Et donc bon, voilà, et j'ai reçu, si tu veux, une fin de non-recevoir, et là, j'ai découvert qu'en fait, dialoguer avec ces institutions allait être très compliqué. Et donc je reçois une lettre, on me dit que c'était pas possible, voilà, donc je raconte tout ça dans le livre, et là ça se complique, c'est-à-dire que le séminaire est annulé, enfin on me dit que finalement le séminaire ne pourra pas se tenir, cet atelier doctoral, voilà, que le ministère a appelé, etc. Bon, bah, je commence à comprendre que là il y a des enjeux qui me dépassent un peu. On m'a dit que le ministère avait appelé, qu'il y avait des inquiétudes par rapport à ce séminaire. Donc bon, voilà, j'ai argué du programme du séminaire, du fait qu'on était des jeunes chercheurs, que bon. Et finalement, bon, le séminaire est rétabli parce que quand même, il y a la liberté académique qui est quand même importante, donc dans l'institution universitaire où je travaillais, et voilà, ça n'avait pas beaucoup de sens en fait d'interdire un atelier doctoral qui d'ailleurs par ailleurs n'était pas ni prosélyte ni quoi que ce soit, voilà, c'était un séminaire de recherche. Alors j'ai jamais compris exactement ce qui s'est joué parce qu'en fait on me l'a jamais dit clairement. En tout cas, le séminaire se démarre, et là bon, il y a des gens qui, on ne sait pas qui c'est, qui se lèvent, qui disent oui, l'ayahuasca est interdit, c'est une substance très dangereuse, c'est important de le souligner, etc. Bon. Et puis bon, j'essaie de rencontrer ces associations de lutte contre les sectes, etc., qui donc sont manifestement très inquiètes, où il y a beaucoup d'inquiétudes autour de l'ayahuasca. Et c'est très difficile. C'est très difficile, et en fait, par le peu de relations que j'arrive à tisser, des rencontres que j'arrive à construire, je finis par comprendre que finalement, en fait, il y a un truc qui me frappe, c'est que la première question qu'on me pose à chaque fois, c'est est-ce que vous avez pris l'ayahuasca? Et une fois que je dis oui, en gros, la discussion est terminée, quoi. Du coup, j'essaie de comprendre davantage, donc je fouille les rapports de la MIVILUD, je refais un peu l'histoire, et je comprends vraiment que voilà, l'ayahuasca est pensée comme donc une substance qui favorise l'emprise, la manipulation mentale, etc. Et donc, je finis par devoir me rendre à l'évidence que sans doute les personnes, donc les membres d'associations de lutte contre les sectes, etc., que j'essaie de rencontrer,
sont persuadés que donc je suis sous emprise, voilà, de l'ayahuasca, de Takiwasi, c'est pas très clair. Faut savoir que Takiwasi avait été cité dans les rapports de la Mivilude euh, dès 2005, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, j'avais participé à des rituels au sein d'une institution qui était soupçonnée de dérive sectaire par l'État français, à des cérémonies qui impliquaient l'usage d'une substance dont l'État considérait qu'elle favorisait la mise sous emprise. J'étais donc probablement sous l'emprise alors, j'ai jamais bien compris, de l'ayahuasca, de Takiwasi, bon. En tout cas, je n'étais pas un interlocuteur valide. Donc voilà, donc ça a effectivement compliqué l'enquête, et c'était assez compliqué de faire entendre que l'anthropologie et l'observation participante, il y a une part nécessaire. Et voilà, donc ça a été assez compliqué. Et en même temps, c'était assez passionnant parce que, alors c'était déstabilisant pour partie, parce que je m'y attendais pas du tout. Et surtout, je revenais en France pour me reposer du terrain. C'était un moment où je revenais un petit peu en France en me disant, bon, je vais pouvoir digérer un peu l'expérience du terrain. Et là, si tu veux, je me suis rendu compte qu'en fait, l'enquête continuait. Et voilà, j'ai commencé à mener l'enquête sur. Ça m'a amené en fait à mener l'enquête sur le traitement social qui était réservé en France à ces pratiques que j'étudiais au Pérou. Et donc suite à ces aventures avec la Mivilude, c'est vrai que ça m'a mis sur la piste aussi d'une question qui a été l'un des axes de ma recherche, qui est finalement, est-ce que les gens sont manipulés? Est-ce que voilà, il y a une sorte de manipulation mentale? Et puisque en quelque sorte, moi, ce que j'observais, c'était effectivement qu'il y avait une transmission d'un cadre théorique, cosmologique, étiologique, et les démons, etc., et que les gens finissaient par habiter en fait ce monde-là, qui avait ce qu'on pourrait appeler une transmission culturelle. Mais clairement, ce que j'ai observé, c'est que ça ressemblait pas du tout à quelque chose comme quelque chose d'automatique. Qui se ferait absolument pour tout le monde, de manière implacable, etc. Et donc c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur la question de finalement comment les gens en viennent à habiter ce monde fait de démons. Et ce qui était très frappant, c'est que c'était ce que j'observais, c'est que alors que bien souvent en fait on fait des gens qui partent en Amazonie faire l'ayahuasca. Euh, voilà, on aime souvent les caricaturer comme une sorte de gogo New Age, prêt à avaler tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce que j'ai observé. C'est-à-dire que moi, les personnes que j'ai rencontrées sur le terrain, c'est des personnes comme toi et moi qui sont pétries de culture critique et qui mettaient à l'épreuve ce qu'on leur disait. Et typiquement, quand il y avait un diagnostic d'infestation, euh, les gens n'avalent pas ça comme ça, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les invitait à vérifier. On disait, mais oui, mais ça c'est ce que je te dis, mais les guérisseurs disaient, c'est ce que je te dis, mais vérifie par toi-même si tu veux. Et donc il y a un chapitre du livre d'ailleurs qui est dédié à cette dynamique-là. Et en fait, ce qui était très frappant, c'est que les personnes avec lesquelles je travaillais, je voyais bien que en fait, elles finissaient par investir le rituel psychédélique comme une sorte de dispositif de vérification expérimentale, de mise à l'épreuve de l'existence de ces êtres, des démons, de l'esprit de l'ayahuasca, et qui partaient vérifier, parce qu'ils voulaient surtout pas être des croyants, hein, comme dit Bruno Latour. Le moderne, c'est celui qui croit que les autres croient, hein, mais qu'on ne veut surtout pas être nous-mêmes des croyants. Et donc, c'était assez frappant de voir cet usage très singulier, très moderne, en fait, hein, de l'ayahuasca, comme qui est investi presque comme un laboratoire où on va aller vérifier par soi-même, par les sens, notamment par le voir, l'existence de ces êtres. Et moi, ce que je voyais, c'était des gens qui doutaient, qui mettaient à l'épreuve, et qui finalement investissaient l'expérience visionnaire comme une vérification presque en laboratoire, quoi. Et c'était très intéressant de voir comment ils étaient investis finalement une culture expérimentale. Ils me parlaient toujours de douter, de vérifier, et, euh, et finalement, voilà, le voir faisait autorité, était vécu comme une vérification concrète et tangible. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fini par comprendre ce qu'avait été le mystère dont je parlais au tout début de notre entretien, sur voilà, c'est ces personnes qui disaient je sais pas si j'y crois aux esprits de la plante, mais ce qui est sûr, c'est que je les ai vus. C'est qu'effectivement, là, j'ai compris comment ces entités qui avaient été refoulées
par la modernité au rang de croyances surnaturelles, de superstitions, en fait étaient rapatriés dans le monde de moderne, sécularisé, pétri de culture réaliste, expérimentale, c'est tout simplement que ils n'avaient pas du tout l'impression d'y croire. C'était pas du tout une croyance au sens de adhérer à une proposition qui nous est faite. C'était ils avaient vérifié. C'est quelque chose qu'ils avaient vérifié par une expérience vécue, concrète et tangible. Et à partir de là, ce que j'observais, c'est quand on a vu un démon, qu'on y croit ou pas, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à agir sur la base de l'inférence qu'il existe des démons. Donc de là, il y avait effectivement ensuite des transformations et narratives et de la manière de se percevoir soi-même, etc. L'épisode de la Miviludes expose bien, selon moi, le lien fondamental qui existe entre représentation du monde et pouvoir politique. Toute activité qui menace la représentation du monde des habitants d'un État, même démocratique, est menaçante pour ce dernier, car elle altère la structure psychique et cognitive sur laquelle il base sa légitimité et donc son autorité. Je précise que je dis ça en ayant bien en tête les bénéfices importants que permettent la création d'un État stable et démocratique sur un territoire. Mais il est intéressant de constater qu'une activité qui peut paraître complètement légitime, comme la consommation d'un breuvage visionnaire pour explorer la conscience et la psyché, est accueillie avec la plus grande méfiance par l'administration française, qui sent plus ou moins consciemment que quelque chose de menaçant se trame là-dessous. Avant de vous laisser, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast financièrement grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, David Dupuis nous expliquera pourquoi son travail n'a pas été très bien reçu par Takiwazi, qui a peu apprécié l'interprétation universitaire de son travail thérapeutique. D'ici là, portez-vous bien.